Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Vous êtes 3 100 000 auditeurs et auditrices à suivre les programmes de Studio Tamani à travers 85 radios tous les jours. Merci pour votre fidélité. Le grand dialogue, la suite de l'actualité, vous avez suivi dans le journal de Studio Tamani. À la une d'aujourd'hui, il y avait la situation à Ménaka, notamment à Andiraboukan. Demain, on parlera également de la zone de Naran. Et aujourd'hui, on va analyser l'évolution de cette situation sécuritaire avec trois invités. Adizatou Anabi, présidente de la CAFO à Ménaka, elle est au téléphone. Dr Yacouba Dogoni, enseignant-chercheur à l'université de Bamako. Boubacar Ba du Centre d'analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel. Je suis Mohamedou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce grand dialogue de Studio Tamani. Le grand dialogue. Des rumeurs faisant état d'ultimatums lancés à la population d'Andiraboukan ont circulé sur la toile ce dimanche. Elles sont démenties par les autorités régionales de Ménaka au nord du pays. Mais la peur a déjà gagné des familles qui ont quitté la localité. Au sud, les autorités militaires interdisent strictement toute circulation de civils dans les zones de la forêt de Ouagadou et celle de Gringale. C'est dans la région de Nara vers la frontière mauritanienne où se déroule l'opération militaire Maliko. Au même moment, on parle d'accalmie dans certaines localités du centre du pays. Quelle analyse donc de l'évolution de la situation sécuritaire du Mali? Ça va être le thème du grand dialogue de ce soir. Et la première question, nous l'adressons à vous, Monsieur Yacouba Dogoni. Quelle analyse faites-vous donc de cette évolution de l'insécurité dans le Mali? Très bien, merci beaucoup Monsieur Mohamed pour la parole. Avant de réagir à cette question, permettez-moi de m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes, qu'elles soient civiles ou militaires, de cette guerre imposée au Mali depuis 2012 et que nous faisons face aux conséquences sociales, humanitaires, économiques et jusqu'à présent nous faisons face encore à des effets de ces conflits qui continuent toujours à gangréner notre économie, à brandir la peur chez la population, mais également ébranler toutes les relations que les gens ont mis du temps pour la construire, mais également en faisant face à des réalités socio-économiques de cette zone, nous ne faisons que nous associer aux populations qui sont assujettis aux différentes crises alors qu'elles subissent depuis un bon moment. Analyse à faire par rapport à cette situation conflictuelle qui se déroule dans la zone de Ménaka. Il faut reconnaître que la situation actuelle n'est pas une situation nouvelle aux populations. On y reviendra tout à l'heure puisqu'il y a Adizatou Anabi qui est la présidente de la CAFO, qui est de Ménaka, qui nous fera le point de la situation actuellement sur place là-bas. Mais déjà, Boubacar Ba, vous, il y a quelques années, quelques mois, beaucoup d'experts ont soulevé leurs inquiétudes par rapport à l'évolution de la situation sécuritaire. Aujourd'hui, êtes-vous toujours inquiet ou êtes-vous de plus en plus rassuré par rapport à l'évolution de la situation ? Merci beaucoup. Merci à Studio Tamani pour cette invitation. Les inquiétudes sont grandes et des interrogations et des questionnements aussi sont grands. Pourquoi? Parce que le Mali est passé par plusieurs phases et vous voyez le nord et le centre aussi bien que le sud. Et ces régions ont connu des mutations. La première chose d'abord depuis 2012-2013 avec l'intervention de Serval, après la mutation en 2014 avec Barkhane et récemment avec Takuba. Et reconnaissons que c'est une zone où s'affrontent deux groupes armés. Et ce qu'on appelle le JNIM, c'est-à-dire le groupe de soutien à l'islam aux musulmans créé en 2017, et puis l'État islamique au Grand Sahara, qui est une filiale de l'EGS, c'est-à-dire de Daesh, qui part depuis le Moyen-Orient. Donc ces deux groupes s'affrontent dans cette zone. Et ces groupes se sont affrontés dans le delta central, mais
ces groupes se sont repliés et aujourd'hui, certaines communautés qui ont adhéré à l'État islamique sont en confrontation directe avec les GS. Donc ça conduit à des morts, à des villages sous embargo, à des populations déplacées. Et je pense qu'en Ndrambukan, je pense qu'avec la collègue qui va nous donner le topo, est menacée, tout comme Tessit, tout comme toute cette bande du Gourma central, et où ces groupes circulent et menacent les populations parce qu'ils pratiquent ce qu'on appelle un djihad offensif. Ça veut dire que quand ils viennent, ils s'attaquent aux communautés, ils veulent remplacer les leaders, ils veulent choisir les chefs des communautés, les imams. Donc ils pratiquent une violence inouïe, et à la différence un peu des Jnim qui pratiquent un djihad défensif. Donc voilà un peu la différence entre les deux, et les conséquences sont très graves parce que c'est une zone de non-droit, et comme l'armée est à l'offensive, nous verrons que cette offensive, elle consiste d'une part à attaquer ces groupes, mais cette zone aujourd'hui échappe en grande partie au contrôle de l'État. Ce sont vos inquiétudes, mais vous disiez également que vous avez des interrogations par rapport à quoi? Et les interrogations, c'est qu'avec le départ de Barkhane, il faut être honnête, c'est-à-dire la couverture aérienne et le renseignement va être asséché. Il faut qu'on le dise honnêtement, parce que Barkhane, quand même, c'est plus de 20 hélicoptères, c'est plusieurs Mirage, basés en N'Djamena, basés aussi en France, et transitant par le Niger, qui contrôle cette zone, qui est une zone de conflictualité complexe, où il y a une spatialisation aussi de ces conflits. Donc il y aura ce problème. Le deuxième problème est l'offensive de l'armée malienne, et avec un nombre d'accompagnateurs russes réduit. Et permettra-t-il de contrôler le Sahel occidental, de contrôler le centre du Mali, de contrôler le sud du Mali et faire face aujourd'hui à cette situation? J'avoue qu'il y aura un vide sécuritaire qu'il faudrait combler. Un vide sécuritaire qu'il faudra combler. On va direction à Ménaka. Notre porteur Juliette Koulibaly va nous faire le point sur la situation, je le disais, des rumeurs faisant état d'ultimatum lancé à la population d'Nderabukan ont circulé ce dimanche sur la toile, mais les autorités régionales de Ménaka ont démenti ces informations. On écoute Juliette Koulibaly qui nous fait le point. À Ménaka, une autorité régionale citant le chef de village d'Nderabukan dément les rumeurs faisant état d'ultimatum donné aux habitants du village. Elle affirme que le chef de village d'Nderabukan lui a rapporté que les hommes armés n'ont jamais demandé aux populations de quitter le village. Ce dernier, présent ce matin à Ménaka, a été appelé par son fils pour démentir cette rumeur qui enfle sur les réseaux sociaux. Il explique qu'un présumé djihadiste à moto est venu dire aux habitants qu'ils n'ont jamais donné d'ultimatum. En attendant d'en savoir plus, des ménages ont commencé à quitter les lieux. Certaines familles sont déjà arrivées dans la ville de Ménaka. Aucune personne parmi ces déplacés approchés ne confirme l'ultimatum, mais disent avoir quitté à cause de la peur. C'est donc la confusion à Nderabukan, cette ville malienne frontalière du Niger, où l'État est absent depuis des années. Alors donc, ultimatum ou pas, des familles ont peur et certaines ont commencé à quitter la localité d'Nderabukan selon les informations recueillies sur le terrain. Adizatou Anabi, vous êtes la présidente de la CAFO à Ménaka. Aujourd'hui, quelles sont les informations que vous avez concernant la situation à Nderabukan? Bonjour. Bonjour Tamani, c'est un réel plaisir aujourd'hui de m'inviter à cette table ronde. Ce n'est pas Nderabukan seulement. Les localités de Tamalatin, Chinnanan, Arzararan, tous ces ont quitté les lieux pour rejoindre M6. Celles d'Nderabukan et de Nekar aussi ont quitté leur localité parce qu'on les a donné un délai de 72 heures pour quitter la localité. Ils sont à Ménaka. Ceux qui ne sont pas à Ménaka, ils sont au Niger, à Bala. Qui leur a donné ce délai de 72 heures puisque les autorités régionales estiment qu'il n'y a pas d'ultimatum aujourd'hui? Les djihadistes qui ont brûlé leurs boutiques et ont fait beaucoup de victimes, on a réussi ça sur les réseaux sociaux. Parce que moi, je disais à la dame qui m'appelait, moi je suis à Ménaka, mais à Gao, les problèmes m'a trouvé à Ménaka. Donc vous étiez à Ménaka, vous êtes en ce moment à Gao, mais vous étiez à Ménaka quand cette situation se déroulait et aujourd'hui vous estimez que les populations sont en train de quitter d'autres localités au-delà d'Nderabukan? Au-delà d'Nderabukan, à Nouzagreen. C'est un cercle d'Nderabukan. Tous ceux-ci ont quitté leur localité pour rejoindre Ménaka. Celles d'Nderabukan, celles qui ne sont pas parties au Niger, à Bala, ils sont venus à Ménaka.
Est-ce qu'il y a un site qui les accueille ou est-ce que ces populations qui quittent ces différentes localités se rendent dans d'autres familles? Bien sûr, parce qu'ils ont leur famille, ils auront des familles d'accueil à Menaka. Parce que moi-même, il y a des familles qui m'ont appelé ici. S'il y a des maisons en location là-bas, si je ne connais pas une maison en location à Menaka. Donc la ville de Menaka aujourd'hui est saturée par ces populations. Faut-il Il n'y a même pas de logement. Je sais que les autorités vont les accueillir. Ils vont les accueillir, ils vont chercher des centres de logement en attendant ceux qui n'ont pas de famille à Menaka. Vous dites bien que les autorités vont les accueillir en attendant. On va demander à Yacouba Dogoni en attendant quoi concrètement? À quoi est-ce que ces populations qui seraient en train de quitter ces différentes localités pour s'installer à Menaka peuvent s'attendre comme mesure prise par l'État, par l'armée malienne? Très bien, je disais que cette situation n'est pas nouvelle dans cette zone frontalière du Mali et du Niger. Tout simplement, depuis 2012, les populations sont en mouvement perpétuel à cause de l'insécurité. Et si les djihadistes menacent aujourd'hui la quiétude de ces populations, certainement qu'il y a une alternative quand même à explorer. Vous savez que, comme le disait M. Ba tout de suite, cette zone, c'est aussi une zone de trafic d'armes et de drogue qui est très convoitée par les différents cartels qui viennent pour traverser cette zone et aller jusqu'à El-Khalil et rejoindre l'Europe. Ces zones ont toujours constitué des zones d'affrontement. La présence de l'armée et la présence de l'État gênent le trafic. C'est la raison pour laquelle ils se mettent ensemble à travers les groupes armés qui sont déjà dans la zone pour combattre ensemble l'État et voir dans quel cadre maintenant ils pourraient créer des boulevards pour freiner le trafic. Ça, c'est un premier élément qu'il faut prendre en compte. Le deuxième élément qu'il faut peut-être en parler, c'est ce que M. Ba a tout à l'heure dit, c'est concernant le départ des Barkhane. En fait, le départ des Barkhane n'est pas un mal en soi, mais il faut toujours connaître et reconnaître qu'avec ce départ, le vide sécuritaire ne va pas s'imposer comme tel, mais c'est sûr que nous créons, en plus la population, nous créons une forme d'afghanistan-isation de cette zone. Tout simplement parce qu'on a vu... Afghanistan. Oui, on a vu parce que quand les Américains ont quitté l'Afghanistan, on a vu comment les groupes djihadistes ont occupé le terrain. Nous créons cette situation. Pourtant, en ce moment, on parle d'une montée en puissance de l'armée malienne. On parle de la montée en puissance de l'armée, ce que l'armée ne s'est pas encore dotée de tous les moyens adéquats pour faire face aux besoins sécuritaires qui s'imposent. C'est vrai que les gens parlent de la montée en puissance de l'armée. Nous les reconnaissons à travers les actions militaires qui sont déjà mises en œuvre dans le centre du Mali jusqu'à la forêt de Ouagadougou, à Gringalé, tout cela. On voit quand même une certaine forme de montée de l'armée en puissance. Mais malgré cela, malgré cela, on est obligé d'être inquiet. Pourquoi? Tout simplement parce que l'armée n'a pas encore cette maîtrise totale de la zone. C'est une zone qui est extrêmement vaste et c'est aussi une zone où les groupes armés vraiment les plus féroces y résident. C'est pourquoi il faut vraiment craindre vraiment de la réaction de ces groupes-là. Mais il ne faudra pas aussi céder à la peur, parce que cela fait partie aussi des stratégies de guerre menées depuis Bellerette. C'est d'abord, il faut cacher les intérêts, ensuite là, il faut diaboliser également l'adversaire. En essayant maintenant d'envoyer un ultimatum à la population de quitter la zone, ça c'est une façon de se diaboliser en disant que non, nous les ferons du mal. Mais ça peut être un ultimatum qui a bien reçu parce que la population quand même a cédé à la peur, mais aussi la réalité elle est autre. Mais il faut aussi reconnaître quand même que cette armée dont le Mali dispose est engagée sur plusieurs fronts. Et l'engagement sur plusieurs fronts fait aussi que cette armée s'affaiblit. Parce que l'armée n'a pas aussi cet effectif adéquat pour pouvoir couvrir toutes les zones, faire un maillage territorial. Ça, c'est aussi un handicap à cette montée en puissance de l'armée. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, il est trop tôt. Il est trop tôt pour parler du succès des opérations militaires dans cette zone. Même si nous les faisons confiance, à travers les réussites de Tessit, il y a aussi d'autres zones qui ont été libérées par ces groupes, plutôt par cette armée. Mais il faudra aussi craindre vraiment de la manière dont les groupes djihadistes
sont en train de s'aimer la peur en population, et cette population qui cède facilement à cette peur parce que c'est tout à fait normal. Mais ce qu'il faut dire, un troisième élément qu'il faut ajouter, c'est que cette zone a été longtemps occupée par les groupes, que ce soit des groupes armés signataires de l'accord, que ce soit d'autres groupes qui n'ont pas signé l'accord. Il faut reconnaître que cette zone a longtemps restée dans la main de ces groupes-là. Ça, c'est une autre réalité. Vous savez, on a le mouvement pour le salut de l'Azawad. L'est-elle toujours? Oui, mais c'est ce que nous voyons. Nous avons le mouvement pour le salut de l'Azawad, nous avons les Gatia qui forment ensemble la plateforme du 14 juin. Mais il faut reconnaître que ces groupes-là, il est temps maintenant de les insérer au sein de l'armée pour qu'on puisse voir une certaine forme de coordination des opérations sur le terrain. Parce que ce que nous voyons, c'est plutôt une certaine forme d'isolement de l'armée sur le terrain, parce que tout ce que nous voyons, par exemple, sur les réseaux sociaux... Et c'est ce que le processus DDR devrait faire, le processus de désarmement, de mobilisation, réinsertion. Mais je vais donner la parole à M. Ba, vous aurez la parole tout à l'heure. M. Ba, aujourd'hui, pourquoi ces groupes, ces présumés djihadistes s'attaqueraient ou menacerait-il tout court les civils, notamment en Ndera-Boukan? Oui, non, c'est-à-dire la réalité, c'est qu'il y a une véritable géopolitique de guerre asymétrique dans cette zone. D'abord, les groupes sont divisés du point de vue même de l'idéologie et de la gouvernance. Les gens de l'État islamique qui sont du côté du Mali, du Niger et du Burkina dans cette zone ont une philosophie basé sur la violence, ces gens-là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des gens qui veulent faire partie de l'État. Ça, c'est clair, pour avoir un peu cet espace. Bon, la réalité, c'est qu'il y a eu un vide depuis plusieurs années. Donc, depuis 2012, la crise a commencé dans cette zone. Après, l'État, petit à petit, est parti. Et ils ont eu le temps de s'implanter, de définir des modes opératoires. Aujourd'hui, que l'armée veut aller en puissance, ils vont résister. La deuxième chose, c'est que cette montée en puissance dont on parle, et puis cette offensive, elle est nuancée. Il faudrait quand même qu'on reconnaisse un peu une vérité, c'est qu'un pays en crise depuis 10 ans, qui veut restructurer l'armée, dans un contexte où les groupes armés signataires de l'accord sont différents. Nous avons d'un côté la SEMA, de l'autre côté la plateforme, de l'autre côté les mouvements de l'inclusivité. Donc il y a un éclatement des mouvements depuis 2015, beaucoup de mouvements. Il y a aussi une sorte d'affaiblissement, parce que quand ça éclate, les gens s'affaiblissent. Et je pense qu'il va être très difficile aujourd'hui, sans des moyens aériens conséquents, et un renseignement des communautés, pour l'armée de faire ce maillage. Là, c'est extrêmement difficile. Si vous voyez un peu d'abord, ils se battent entre eux, ces groupes. C'est étonnant. Et ils se tuent. Et de l'autre côté, ils attaquent l'armée aussi. Donc, je vais vous dire quand même quelque chose qui est plus ou moins vérifié. Si vous prenez la frontière du Niger, quand vous quittez la frontière... Pourquoi l'armée annoncerait-elle monter en puissance si ce n'est pas le cas, puisque vous demandez de nuancer cela? Moi, je ne parlerai pas de monter en puissance, si on est honnête. Vous parlerez de quoi? Je parlerai d'offensive, d'un côté, avec des initiatives opérationnelles. On parle de Malikoura dans certaines zones, on parle de Kédétigui. Donc c'est ce qu'on appelle des mouvements opérationnels donnés à l'armée. Donc l'armée est montée en puissance jusqu'à occuper tout le terrain, mais ce n'est même pas possible. La deuxième chose, je dis bien, l'armée est dans un maillage qui est dans le Sahel occidental. Ils sont dans la région de Mopti, ils sont dans la région de Sikasso, ils sont dans la région de Ségou. Tous ces acteurs ne peuvent pas, en tout cas je ne vois pas quel moyen miracle on a pour occuper tout ça. Ça, ce n'est pas possible. Bon, les gens jouent beaucoup avec les réseaux sociaux, il y a des activistes, mais la réalité, c'est tout autre. On se rend compte aujourd'hui. Les activistes, expliquez un peu. Bon, ça dit, il y a des gens qui écrivent dans les réseaux sociaux que l'armée est dans telle position. Ça, c'est pour eux. Sans que ça ne soit le cas. Mais ce n'est pas le cas. Ça ne peut même pas être le cas. Écrire des choses quand on veut et la réalité même, c'est différent. Moi, je pense que la réalité même, l'armée fait des communiqués pour donner la situation. On a vu ce qui s'est passé à Mondoro. Entre les chiffres donnés dans les réseaux sociaux et ce que l'armée a donné, c'est complètement différent. On parle de 160
60 morts dans les réseaux sociaux. L'armée a parlé de 20 et quelques morts. Donc il faut quand même qu'on arrête ça. Quels pourraient être les chiffres les plus fiables, ceux donnés par l'armée? Moi, je pense que ce que l'armée a dit, on va se concentrer. Mais les groupes aussi, djihadistes aussi, ont fait des communiqués pour dire qu'il n'y a pas plus de 5 morts. Donc c'est la bataille des communiqués. Et nous, on ne peut pas les vérifier parce qu'on n'est pas des militaires. On part sur la base de nos analyses de terrain. Et je crois que la difficulté réelle dans cette zone de Gourma, c'est d'abord l'espace et la divergence entre les communautés pastorales, entre les Peuls et les Touaregs, entre les communautés du Niger et celles du Mali. Et je pense que c'est ce qui rend vraiment difficile. Et si on ne fait pas attention, et avec le départ de Barkhane et puis l'absence de couverture sécuritaire claire, nous risquerons de voir une avancée de ces groupes. Et ce qui va carrément remplir... avancer vers où? Vers le centre ou le sud? Non, mais vers le nord. C'est-à-dire que là, c'est l'extrême nord, du côté le nord-est. Vers Ménaka. Voilà. C'est-à-dire que quand vous quittez la frontière du Niger en venant au Mali, il faut aller jusqu'à Ménaka ou Ansongo pour voir des soldats. Donc à 200 km, il n'y a pas d'administration, il n'y a pas d'acteurs maliens. Donc ces gens, ils sont sur un terrain conquis. C'est comme le poisson dans l'eau. Et on va demander à Adizatou Anabi comment les femmes et les enfants vivent-ils cette situation dans la région de Ménaka? Bon, messieurs, les enfants et les femmes, vous savez que c'est la couche la plus vulnérable. Ils sont perturbés vraiment, ils sont perturbés. Parce qu'on a des photos des enfants qui ont quitté Razara et Tamale, puis Chimnanen, avec leur mère jusqu'à Msil. Donc on a ces photos-là avec nous, qu'on a pris l'autre jour. Donc ce sont les couches les plus vulnérables, les femmes et les enfants. Et aujourd'hui, comment vivent-elles dans la région, dans la ville de Ménaka, ces femmes qui se sont déplacées? Ils vivent vraiment dur parce qu'ils n'ont pas de moyens. Les gens là ont brûlé leurs boutiques, tout leur commerce a été brûlé. Donc ce sont les gens qui vont les venir en aide. Cet appui, est-ce qu'il est déjà visible? Est-ce qu'il y a les autorités du pays ou des organisations humanitaires notamment qui soutiennent déjà? Les organisations, les ONG là-bas, bon, tu ne peux pas aider sur place. Il y a un acte tout de suite qui va aider. Toujours les ONG nous disent qu'on va vous... on va dire ça à notre réagi, on va écrire à la régie pour nous répondre, ça craint beaucoup. Madame Adizatou, est-ce que vous pouvez vous éloigner un tout petit peu parce qu'on entend les discussions autour de vous? Allez-y. J'ai dit, il y a les ONG qui viennent en aide, mais ça traîne un peu. Il faut qu'ils vont écrire à l'RHI pour les dire de secourir les gens. Ça va prendre un peu de temps. Mais les gens sur place, ils vont faire quelque chose qui va pas durer. Alors, on parle de montée en puissance de l'armée. Est-ce que vous sentez cette montée en puissance de l'armée malienne? Bon, l'armée malienne, notre grand problème que les gens qui a permis à ces gens-là de pénétrer dans toutes ces localités parce qu'il n'y a plus l'armée française. Le Mali dit l'armée française de rentrer et ils ne sont pas capables de secourir les gens. Alors aujourd'hui, Yacouba Dogoni, c'est vrai que le départ de Barkhane est annoncé, mais il y a l'amunissement, il y a l'armée malienne, il y a la force G5 Sahel. Que deviennent toutes ces forces-là? Ça me fait rire quand vous posez cette question. Pourquoi ça vous fait rire? Ça fait rire parce que quand on a lu les déclarations qui ont été faites par Barkhane et par l'amunissement, on se rend compte que l'amunissement n'a pas les moyens nécessaires pour combattre ces groupes-là. C'est une force pour la stabilisation du Mali, mais pas une force pour faire la guerre au Mali. Donc là, il faut reconnaître aussi que dans l'idéologie de cette force onusienne, c'est que parfois les gens ont tendance à dire que le Mali, c'est aussi un groupe armé tel que les autres. C'est pourquoi c'est très difficile pour l'amunissement d'intervenir. Nous avons cette réalité. Donc l'autre réalité, c'est aussi dire que même si Barkhane est parti, moi je ne pense pas que cela soit un mal en soi, mais il faudra toujours que l'armée malienne s'engage quand même dans cette zone qui est aussi vaste qu'elle ne détient pas aussi les moyens nécessaires pour pouvoir couvrir cette zone-là. Donc c'est ce qu'il faut aussi comprendre. Mais au-delà de cela, moi je pense aussi que cette guerre aux communications
opérationnel a bien réussi tout simplement parce que la population qui devait constituer une force de résistance, comme nous l'observons dans certains pays, a fui, voilà, quitte la zone. Mais si la population quitte déjà la zone, ce qui veut dire que, alors là, c'est comme il l'a dit, hein, c'est vraiment un terrain conquis pour ces groupes-là. Donc il faudra... C'est vrai que certaines autorités régionales de la zone de Ménaka démentent l'ultimatum qui serait donné aux populations. Mais si il n'y a pas une sécurité pour ces populations-là, n'ont-elles pas raison de fuir? Bon, moi je ne dirais pas ça, parce que la réalité du terrain est autre. Est autre, hein. Il faut reconnaître que dans certaines zones également, dans certaines zones du nord, telles que Andraboukan, Ménaka et autres, jusqu'à Kidal, il faut reconnaître également que cette population a été souvent hostile à la présence de l'armée malienne. Ça, c'est une réalité aussi qu'il faut dire. Vous n'avez pas vu dans le temps que les gens ont fait des déclarations pour dire que nous préférons être protégés par l'armée française que d'être protégés par l'armée malienne parce qu'il y a eu des antécédents. À travers les différentes rébellions qui se sont succédées au nord, nous avons vu qu'il y a une certaine un divorce total entre l'armée malienne et la population qui n'a pas digéré jusqu'à présent ce qui s'est passé dans les années 1963, dans les années 1990, etc. etc. Donc ce sont des choses qu'il faut peut-être voir, aussi jouer sur la déculturation de la population. Effectivement, ne pas toujours dire que ce qui s'est passé dans le temps doit toujours porter un préjudice à l'action actuelle de l'armée. Sur cette analyse, on va demander à Boubacar Ba s'il partage votre point de vue. Bon, j'ai quelques éléments additifs. Chacun a son idée sur la question. Moi, je crois qu'il y a une fracture entre l'armée et la confiance, c'est-à-dire les populations depuis plusieurs années. Ce qu'il a dit, il y a une vérité quand même. Les rébellions successives, 63, 90, et les pactes qui ont été signés, il y a eu beaucoup d'attentes qui n'ont pas été comblées. Là, quand même, c'est une réalité. Vous avez vu que le pacte national qui a été signé en 92 avait commencé à intégrer, et puis en 2012, il y a eu un éclatement, une rébellion, et un mouvement indépendantiste, le MNLA, et puis le mouvement djihadiste, donc qui sont mis ensemble, et vous avez vu la conséquence. Donc ça veut dire que une grande partie du Nord échappe, je dis bien, au contrôle des gouvernants de ce pays. Ça, c'est une réalité, on ne peut pas nier. Maintenant, la deuxième chose, c'est que c'est une multitude d'acteurs, de groupes insurrectionnels qui sont transfrontaliers. Donc, ils sont au Niger, ils sont au Burkina, ils sont capables de projeter des attaques à partir du Niger. Et vous avez vu un peu les Tolobé du Niger, ils sont impliqués là-dedans, les Djelgobé du Burkina, ils sont capables de projeter une attaque aussi à partir du Burkina. Donc ça veut dire quoi? La difficulté dans cette zone, c'est que sur un rayon de 100 km entre les trois frontières, ils sont capables de s'organiser, attaquer un pays et se retrouver en peu de temps et se disperser dans d'autres pays. On a vu l'attaque de Ouattagbouna en 2021 avec 50 morts, comment ça s'est passé. On a vu l'attaque de Solan au Burkina avec 150 morts. On a vu l'attaque de la zone de Tillabéri. Donc ils ont des capacités de mobilité avec des motos et ils ont une connaissance du terrain qui font que il est difficilement de défaire militairement une guerre asymétrique et hybride. Ça, il faut qu'on se prépare pendant des années. En Afghanistan, et les talibans ont pu prendre la capitale parce qu'ils ont utilisé le milieu naturel avec des montagnes. Ils ont utilisé aussi ce qu'on appelle le droit par la guerre, c'est-à-dire qu'ils arrivent à gérer aussi les problèmes sociaux, c'est-à-dire ils remettent en cause la justice étatique, ils font une justice expéditive, ils arrivent à mettre en place des systèmes de gestion de la dîme et avec des modalités de violence, ils arrivent à mettre en place une gouvernance où ils responsabilisent certains chefs coutumiers pour les couper de l'État. Donc ils ont des modes opératoires et de gouvernance très complexes mais qui peuvent être adaptés. Donc, comme l'État n'est pas là depuis 8 ans, eh bien, ces gens ne connaissent même pas l'État. Imaginez-vous des enfants nés depuis 2012 dans cette zone qui n'ont jamais vu l'État. Pensez-vous que ces gens vont penser à l'État? Donc, il y a quand même des stratégies pour moi qu'il faudrait bien analyser. Il faut faire la guerre. Et vous nous direz tout à l'heure quelle stratégie mettre en place pour réussir ce défi-là. Mais déjà, on va écouter un membre de la société civile. Hadizatou, vous êtes de Ménaka aujourd'hui. Est-ce que la population fait confiance à l'armée malienne pour la sécuriser? Bien sûr, la population fait vraiment entièrement de confiance à l'armée malienne. Parce que l'armée malienne fait des patrouilles en ville.
ils font les patrouilles en ville, mais ils ne dépassent pas les 15 km ou bien 10 km de la ville. Sinon, vraiment, la population a réellement la confiance à l'armée. Il leur donne la confiance. Aujourd'hui, moi, je pense bien que l'armée n'est pas suffisamment armée pour essayer de faire des missions, par exemple, dans les cercles et dans les communes. Je pense bien qu'ils n'ont pas un effectif ou ils ne sont pas bien armés aussi pour faire face à ces missions-là, à ces patrouilles alentour de la ville. Les spécialistes estiment que le partage d'informations est également très important. Est-ce que aujourd'hui, vous pensez qu'il y a une collaboration entre la société civile, les populations et les militaires? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ils viennent en ville, ils font des patrouilles en ville. Ils ont réellement, la population a réellement confiance à eux parce que c'est leur armée. Ils doivent avoir confiance à elle, mais je pense bien qu'ils ne sont pas suffisamment armés vraiment pour défendre. Alors, de plus en plus, on parle de la présence des Russes également au Mali. Est-ce que vous pensez que cette présence, si c'est le cas, pourrait changer quelque chose concernant la lutte contre l'insécurité, M. Dogoni? Sans aller trop loin, il faut reconnaître qu'avant les Russes, il y avait des étrangers qui étaient déjà présents. Il faut essayer de comprendre maintenant, depuis 2013, quel est le résultat. Sinon, s'il y avait un résultat, on n'allait pas parler des Russes. Si les Russes sont là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une insuffisance quelque part qui a été détectée par les autorités qui ont fait appel aux Russes. Moi, je pense que la présence des Russes donne un certain espoir, non seulement une certaine confiance d'abord en notre armée pour faire la guerre, parce que généralement, les patrouilles sont faites ensemble. C'est également des entraînements, c'est également l'acquisition de nouveaux matériels pour faire la guerre. Donc ça donne une certaine forme de confiance à l'armée. Confiance, est-ce que vous craignez des risques également? Les risques de quoi? Les risques liés à cette présence moi, je ne vois pas. Quand on parle de Wagner, par exemple. Wagner, moi, je ne suis pas dans cette idée de soutenir la présence ou l'absence de Wagner parce que je ne connais pas exactement ce que ça donne comme information. Il faut peut-être s'en tenir à ce que les autorités ont dit dans son temps en disant que oui, Wagner n'est pas là, qu'elle a signé plutôt des partenariats avec la Russie et non avec un groupe militaire comme Wagner. Donc là, il faut peut-être aller avec ça. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que ces Russes, en fait, ça a été une revendication populaire du peuple malien. Nous avons constaté depuis quelques années qu'avec les bavures que le Barkhane a fait, également à travers aussi ses insuffisances sur le terrain, malgré sa présence, nous avons vu un déplacement du conflit du nord vers le centre et vers le sud. Ça a poussé la population à réclamer une nouvelle forme de partenariat avec l'armée russe. Et si les Russes sont là, c'est pour vraiment d'abord essayer de former nos militaires des maniements des nouvelles armes qui ont été acquises à travers la Russie, mais aussi comprendre également que cette forme de présence de la Russie, c'est aussi une forme d'information. Ce qui a toujours manqué à l'armée malienne, c'est son isolement par Barkhane. Il n'y avait pas vraiment un partage d'informations clair avec l'armée malienne et les renseignements sont aussi capitaux dans la Russie d'un conflit. Donc là, s'il y a des insuffisances à ce niveau, je pense que la présence des Russes ou des militaires russes va plutôt combler à ces déficits-là, ce qu'il faut aussi dire. On parle d'accalmie, M. Ba, dans certaines localités au centre du Mali, notamment à Bankas, mais aujourd'hui, que deviennent les localités comme Farabougou concernant l'insécurité? Bon, dans certaines zones comme Farabougou, il y a eu des accords précaires en 2020 et même 2021. Et qui ont permis une circulation des populations et puis quelques mois après, pour de non-respect de ces accords-là, chacun accuse l'autre. Les groupes djihadistes disent que les sédentaires, les groupes d'Ozo n'ont pas respecté leur engagement. Les d'Ozo disent qu'ils ne peuvent pas rester dans une camisole de force des djihadistes. Bon, là, on a vu qu'il y a eu une fracture, mais à Djenné, dans la zone de Marébougou, il y a eu un accord le mois de décembre. Et à Bankas, une grande partie a accepté de trouver des discussions avec les djihadistes, c'est-à-dire que je parle des communautés Dogon pour pouvoir cultiver. Il y a eu ces accords en 2020 dans la zone de Koro. Mais c'est des accords précaires.
Il faut être honnête, parce que les conditions de gestion de ces accords, ce n'est pas des accords écrits, structurés comme on le pense, c'est des engagements moraux. Et le pays est fragilisé par cette crise parce que il y a une augmentation de ces accords, mais en même temps, ça crée un éclatement. C'est-à-dire que c'est des accords locaux et de plus en plus ces groupes veulent signer directement avec les communautés, sans l'État. Bon, quelquefois les ONG interviennent comme HD, comme Prémédiation, comme Imadel et autres qui essaient de faciliter. Non, la réalité c'est qu'il y a une fracture vraiment entre la gouvernance dans la zone et l'action de l'armée. C'est-à-dire, reconnaissons quand même une petite vérité, c'est que malgré les divergences avec Barkhane, il y a quand même une couverture sécuritaire. Et Barkhane n'a pas mission de faire la guerre totale au Mali ici. Ils ont une mission de lutter contre le terrorisme avec des actions ciblées. Ils ont tué beaucoup de chefs djihadistes. Ça, vous en savez, si vous faites le tour d'horizon, le nombre de morts tués, des gens tués par Barkhane, on parle de 2000 djihadistes. Les chefs djihadistes, hein, je parle des gens comme Malek Droukel, des gens comme Abou Walid, on parle d'une bonne quarantaine de chefs. Vous soulignez des djihadistes tués par Barkhane, vous soulignez tout à l'heure des bavures de Barkhane aussi. Les bavures, on en parle. Par exemple, dans la zone de Bounti, on ne peut pas nier que Barkhane a mené une opération et des gens ont été tués. Ils ont nié et l'aménagement a fait une enquête qui a ciblé. Et là, on ne peut pas nier. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des morts. Mais dans la guerre aussi, il y a toujours ce qu'on appelle les effets collatéraux. Et il faut quand même s'assumer. Ça, il faut quand même qu'on reconnaisse si ça s'est passé. Mais je pense que le problème est plus complexe qu'une question diplomatique. La réalité, le Mali, à travers ses autorités et les Français, devraient discuter sérieusement et évaluer ce que Barkhane et Serval et récemment ont fait depuis 10 ans et repenser. Mais il y a eu de part et d'autre, chacun a attaqué. On a vu des ministres français attaquer le gouvernement. On a vu aussi la partie malienne aussi réagir vigoureusement pour dire bon, on revoit l'accord. Donc il y a beaucoup de choses qui sont passées et on ne le saura pas tout de suite, mais c'est le temps qui nous permettra. Mais je crois en conclusion, cette guerre, c'est-à-dire cette guerre diplomatique a des conséquences lourdes pour notre pays. Et le Mali n'aura pas tous les moyens aujourd'hui, quelle que soit l'action de la Russie, parce que vous le savez aussi que les Russes qui sont là, ce n'est pas 2000, 4000 personnes, c'est un nombre réduit. Et ce nombre ne pourra pas couvrir tous les territoires. Donc il y a à diversifier, à trouver des moyens, mais aussi à être réaliste. La guerre asymétrique demande une concentration des moyens et puis de chercher des partenaires crédibles pour pouvoir aider le pays. On ne demande pas tout le temps aux citoyens lambda quelles solutions ils proposent pour faire face à cette insécurité. Studio Tamani va le faire à travers vous, Madame Adizatou Anabi. Aujourd'hui, on parle de lutte contre l'insécurité. Une des principales préoccupations des populations, notamment de vous, c'est votre sécurité et la sécurité de vos biens. Comment pensez-vous? Avez-vous une idée de comment y parvenir aujourd'hui, notamment dans la région de Ménaka? Aujourd'hui, dans la région de Ménaka, vraiment, il faut doter notre armée. Et notre armée est insuffisante. Ils n'ont pas de matériel de combattre. Ils n'en ont pas. Ça c'est votre constat ou bien ce sont des échanges que vous avez eus avec des militaires? On les voit, ils ne vont pas au lieu des guerres. Voici la guerre qui se trouve à Tamalet à 100 km. Andramboukan, c'est 90 km. Si l'armée avait des moyens, il allait aller là-bas. Mais par faute de moyens, il ne peut pas arriver là-bas. On était avec Barkhane. Barkhane ne faisait pas les sérieux avec nous. Donc vraiment, on en a marre de lui. Les Maliens, on a marre de Barkhane. La population de Manaka, Manama, de Barkhane. S'il y a quelque chose vraiment qui peut remplacer Barkhane dans notre région, vraiment, nous, on les réclame. Et doter notre armée. Et il n'y a pas assez d'hommes aussi. Il n'y a pas assez de militaires à Menaka. Il n'y a pas de militaires à Ndrambokan. Donc, les djihadistes peuvent les combattre chaque fois qu'ils veulent. Un autre moyen vraiment que notre État peut faire pour nous, pour notre sécurité, vraiment, on les souhaite. Donc vous demandez déjà plus de militaires dans la région, mais également plus d'équipements pour les forces présentes dans la zone. Auparavant, il y avait des militaires à Ndrambokan, il y avait des militaires à Inekar et Tidermen. Aujourd'hui, il n'y a pas de militaires ni à Ndrambokan, ni à Inekar, ni à Tidermen. Ça, ce sont des lieux très dangereux pour les populations.
parce que ce sont des lieux entourés par les djihadistes. Donc s'ils ne voient pas quelqu'un là-bas qui peut les chasser toujours, ils vont s'en prendre à la population. D'accord, merci Madame Adizatou. On va au sud, je le disais au début de ce débat. Au sud du Mali, les autorités militaires interdisent strictement toute circulation de civils dans les zones de la forêt de Ouagadougou et de Gringalé, dans la région de Naran, vers la frontière mauritanienne. Mais on va écouter à Dili, toujours dans la région de Naran, comment les habitants de ces localités proches de ces deux forêts accueillent la nouvelle d'interdiction de circulation leur concernant. Vous savez, à chaque fois que ces hommes s'installent dans une zone, ils ont des pensées qui diffèrent des idéologies des paisibles populations qu'ils viennent trouver. Ils peuvent avoir vraiment des dents avec les autorités administratives pour des questions de la volonté de séparatisme, d'occuper une zone pour pouvoir vraiment non seulement faire asseoir leurs lois, mais aussi montrer une défiance aux hautes autorités de leur volonté et de leur politique qui diffère à la politique nationale et à la politique républicaine. Ce que les autorités doivent faire, c'est de s'assumer. Vous savez, quand on parle d'une politique nationale et de la responsabilité d'un pays souverain, c'est de garantir la sécurité de ces hommes et de leurs biens. Et cela, quel que soit le prix et sur tous les plans. Là, il s'agit de l'analyse de Alusseini Guindo concernant la situation à Ménaka. On va maintenant à Dili pour écouter des populations locales. C'est reposant pour les éleveurs. Il y a assez d'herbes, il y a assez d'eau parce qu'il y a des forages au niveau de cette forêt-là. Donc, surtout entre la commune de Dili et la commune de Niamana. C'est cette forêt-là qui nous relie. Pas même des Maliens, il y a même des Mauritaniens qui ramènent leurs animaux pour venir se faire quelques mois là-bas, avant la tombée de pluie. Nous, on a des villages qui sont à 7 km de Mauritanie. Mais la commune même, après 50 à 45 km avec la frontière. Les gens vivent de ça, de leurs animaux. Donc, ils sont obligés, là où il y a l'herbe, là où il y a la paix pour les animaux, c'est là-bas qu'ils doivent diriger. En tout cas, si on les interdit, ça va quand même les fatiguer. Pour les moments, on est obligé de stationner, on est obligé même de rentrer pour éviter cette zone-là, parce que c'est quand le gouvernement interdit le lieu, donc on est obligé, on n'a pas le choix, mais seulement c'est inquiétant pour le moment, parce que l'interdiction des civils dans ces zones-là aussi, donc les gens n'ont qu'à faire beaucoup attention. À Ménaka, Adizatou demandait tout à l'heure, M. Dogoni, plus d'équipements, plus de forces armées maliennes présentes dans la zone. Comment y parvenir selon vous? Il n'y a pas une solution miracle à cela. Il faudra vraiment que l'armée recrute. Vous savez, est-ce que l'État malien a ses moyens aujourd'hui de recruter, de former? L'État doit se doter des moyens. Parce que déjà, la présence des Barkhane était plus dissuasive pour ces groupes-là. Le fait que la Barkhane est là, même si elle n'était pas à 100% engagée dans des combats, comme le disait tantôt M. Ba, mais quand même sa présence intimidait à une certaine forme ces groupes-là, ces groupes djihadistes. Mais une fois que Barkhane quitte, c'est sûr que les groupes, il y aura une coalition des groupes armés du Burkina et du Niger qui vont s'abattre sur le Mali, tout simplement parce que Barkhane se retire du Mali, mais elle cherche à s'implanter au Niger. Donc ce qui fait que la paire va changer de camp. Les groupes armés qui étaient qui étaient basés, par exemple au Niger, vont chercher par exemple à venir... Et pour faire face à cette insécurité, notamment au sud du Mali, merci, je donne la parole puisqu'il nous reste une minute à Boubacar Ba. L'interdiction de circulation des civils dans la région de Naran, notamment en ce qui concerne les deux forêts, est-ce une bonne solution? Bon, je ne peux pas systématiquement aujourd'hui dire que c'est une mauvaise ou bonne solution parce que je ne sais pas pourquoi l'armée a à le faire, parce que c'est des zones peut-être dangereuses pour les populations, parce que c'est des zones infestées, mais la réalité, il faudrait quand même un maillage plus large de l'armée. L'armée estime que l'objectif de cette interdiction de circulation des personnes civiles vise à prévenir toute dégradation de l'excellente relation sécuritaire de bon voisinage séculaire entre la Mauritanie et le Mali. Bon, ça c'est une autre crise encore. Vous avez vu que les autorités maliennes étaient en Mauritanie dans ces 2 jours pour calmer le jeu et demander une enquête. Et la réalité, c'est qu'il y a des accusations de violence vraiment dans des zones et il va falloir clarifier ça. Et pour des pasteurs, ne pas circuler dans des zones pastorales, c'est vraiment compliqué. Je pense qu'il faut attendre, voir les raisons, comprendre. Mais si le maillage n'est pas fait, si les populations ne sont pas sécurisées,
sécurisé, la violence va se développer. Merci, j'aurais aimé vous donner encore plus de temps de parole, mais le temps fait défaut. Il est 19h, la fin du grand dialogue sur les différentes radios. Vous pouvez suivre le débat à partir de 21h30 sur Énergie TV et Beledougou TV à partir de 23h sur Renouveau TV. Merci à nos trois invités, Adizatou Anabi, présidente de la CAFO Amenaka, qui était au téléphone, Dr Yacouba Dogoni, enseignant-chercheur à l'Université de Bamako, et Boubacar Ba du Centre d'analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel. À la régie audio et vidéo, Gagné Kanté et Salim Diouara, je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Bonne soirée à toutes et à tous. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.